Merci beaucoup, Simone. Rebonjour tout le monde. Alors, je vais aller droit au but. Les prochains mois vont être déterminants pour nos services publics. Rappelez-vous, il y a 2 ans, François Legault a dit aux Québécois et aux Québécoises, on va baisser les impôts des plus riches, on va flamber des milliards dans des mauvais paris comme Northvolt et Lion Électrique. On va subventionner le haut de la pyramide, puis ça va faire rentrer de l'argent dans nos services publics, dans l'éducation et la santé. Il n'y aura pas de coupure dans les services à la population avec la CAQ. Ça, c'était la promesse de François Legault et ça a très mal vieilli aujourd'hui. On sait maintenant que les coupures du gouvernement dans Santé Québec vont bel et bien toucher les services à la population. Et ce qui nous inquiète, nous, à Québec solidaire, c'est que le pire est à venir. Si Donald Trump met ses menaces de guerre économique à exécution, le Québec pourrait basculer dans une récession. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire encore moins d'argent qui rentre dans les coffres de l'État. Ça veut dire encore plus de coupures en santé et en éducation. Vous savez, la règle d'or d'un budget, moi j'ai étudié au HEC, je sais comment faire des budgets. La règle d'or, c'est pas de compter sur de l'argent qui n'est pas encore rentré. C'est pas parce qu'il fait chaud et beau un jour qu'il n'y aura pas une tempête de neige la semaine prochaine. Tout le monde sait ça au Québec, sauf le premier ministre. Et c'est la population qui va payer pour ses décisions irresponsables en payant de sa poche au privé. Je demande à la CAQ d'arrêter de mentir aux gens et de faire semblant qu'il n'y aura pas d'austérité, le mot en A. Surtout, je demande à François Legault de faire marche arrière. Couper en plein milieu d'une crise, c'est la pire décision possible. C'est le pire moment pour mettre du monde dehors dans nos services publics. Il nous dit qu'il veut s'inspirer de la pandémie. Bien, il devrait se souvenir de ça, qu'on a besoin du monde dans nos services publics pour donner des services aux gens. J'ai le grand plaisir d'avoir donné le mandat à Alejandra, notre responsable en économie et en finances publiques, de coordonner notre réponse à l'austérité caquiste. Vous savez, Alejandra, elle est humble. On parle beaucoup des femmes en politique. On est plus humble de façon générale, en tout cas pour nous deux. Et elle n'en parle pas souvent, mais Alejandra a enseigné l'économie à l'université avant son élection. Elle va pouvoir donc mettre son expertise à profit comme chef d'orchestre d'un caucus plus mobilisé que jamais, ici à l'Assemblée nationale et sur le terrain auprès des gens. On doit tout faire pour protéger nos services publics des tumultes économiques qui s'en viennent. Ce sera la grande priorité de Québec solidaire cet hiver. Merci, Alejandra. Merci beaucoup, Ruba. Bonjour tout le monde. Je te remercie pour le mandat et la confiance que je reçois aujourd'hui. Je suis très contente de ce mandat-là. Et comme tu l'as dit, j'ai beaucoup travaillé sur les questions économiques pendant mon doctorat. Et ce qui me préoccupe beaucoup aujourd'hui, c'est la résilience économique du Québec. La résilience face à une tempête qu'on voit déjà arriver. On a besoin de bâtir une économie qui est moins dépendante des États-Unis. On a besoin d'investir dans notre souveraineté économique. Puis, vous allez nous entendre parler là-dessus un peu plus souvent dans les prochaines semaines. En attendant, c'est le pire moment pour faire l'austérité au Québec. C'est le pire moment pour mettre du monde dehors, pour couper dans les services. La population doit pouvoir compter sur des services publics qui sont forts, qui sont fiables et qui fonctionnent. C'est autant plus important quand l'emploi, qui est le gagne-pain des Québécois et Québécoises, est menacé. Puis j'ai entendu le ministre Girard ouvrir la porte au report du déficit zéro. Et si c'est ça que ça prend pour arrêter l'austérité en santé, en éducation, bien, c'est la chose à faire. Mais attention, si c'est pour continuer avec le gaspillage bleu de la CAQ qu'on a vu dans les dernières années, que ce soit les Kings de Los Angeles, que ce soit les milliards dans Northvolt, les troisièmes liens, bien, la CAQ ne pourra plus faire semblant d'être le parti de l'économie et d'être le parti de la bonne gestion des finances publiques. Merci. On va prendre vos questions. Questions et sous-questions au micro en alternance. Bonjour. Bonjour.
Ma question est pour Mme Gazal. Vous avez entendu le discours, ou pour Mme Zaga-Mendez, celle qui voudra bien répondre, mais vous avez entendu donc François Legault cette semaine, son discours. Il dit on va passer au travers ensemble. Il fait beaucoup de parallèles avec la pandémie. Est-ce que vous y voyez là une stratégie pour profiter politiquement de la crise? Est-ce que vous pensez que ça pourrait vous nuire? Bien, si M. Legault veut qu'on se mette tout le monde ensemble puis qu'on soit solidaire pour faire face à la crise des menaces tarifaires là, de Donald Trump, bien, on a une proposition pour lui. C'est une bonne nouvelle si c'est ça qu'il veut faire, là, puis être le bon père de la nation. Bien, ce qu'il doit faire en premier, c'est ce qu'on lui demande ce matin, c'est d'arrêter de couper dans les services publics. En ce moment, avec Santé Québec, son ministre de la Santé l'a dit lui-même. Ce ne sera pas impossible, mais ça va être très, très difficile. Ils veulent couper 1,5 milliard de dollars en disant qu'on ne touchera pas aux services. Santé Québec eux-mêmes, là, les Top Gun gestionnaires le disent que ça va être un peu difficile de ne pas toucher aux services. Souvent, M. Legault nous reproche à nous, à Québec solidaire, de penser que l'argent pousse dans les arbres, mais les services publics non plus ne poussent pas dans les arbres. Il faut investir dans nos services publics pour qu'il y ait des gens qui donnent des services à la population. Donc, s'il veut qu'on passe au travers, qu'il ne coupe pas dans les services publics et qu'il arrête de dire qu'il ne fait pas de l'austérité alors que c'est exactement ce qu'il fait sur le terrain. Vous avez fait de votre campagne au co-porte-parole de l'indépendance un thème important. Est-ce que vous pensez que le contexte actuel, c'est bon ou c'est mauvais pour l'indépendance, pour cette cause-là? Bien, on a vu les réactions du Canada, des différentes provinces, du fédéral face aux menaces de Donald Trump. On a vu, en fait, on a eu la preuve, le noir sur blanc, que ça ne fonctionne pas, cette fédération-là, de parler d'une seule voix. Chacune des provinces veut tirer le couvercle de son côté. On l'a vu avec Doug Ford, avec Danielle Smith, qui ne jouaient pas toutes en équipe. Et une chose dont je suis parfaitement convaincue, qui nous a été prouvée, les seuls qui peuvent défendre les intérêts du Québec et les intérêts des Québécois, c'est les Québécois eux-mêmes, c'est notre gouvernement, c'est nous-mêmes ici. Donc moi, j'invite M. Legault à tendre le bras, à tendre la main à toutes les... Et moi, je lui tends la main de tous les partis d'opposition, toutes les personnes qui ont des propositions à faire pour qu'on prenne les décisions pour nous, les Québécois, parce qu'on ne peut pas attendre ni après Danielle Smith, ni après Trudeau, ni après Poilievre, ni après personne pour défendre nos intérêts. Mais certains ont fait valoir, comme le chef par intérim du Parti libéral du Québec cette semaine, que ce n'était pas le bon moment pour se séparer du Canada. C'est quand même un argument qui pourrait résonner auprès de certains Québécois. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? C'est pas du tout. Je veux dire, pourquoi? On le voit que ça ne fonctionne pas. On le voit que si nous, on veut défendre nos intérêts, par exemple, avec notre hydroélectricité, bien, c'est juste nous qui pouvons le faire. C'est une force économique que nous avons, dont nous sommes fiers. Il faut qu'on l'utilise à bon escient pour nous. Je vois pas... Si c'est une question de nombre, on va être plus nombreux, etc., ça tient pas la route. C'est pas une question de nombre, c'est une question de choix et de décision qu'on prend. Puis c'est juste au Québec qu'on peut le faire. Donc, ça ne remet pas du tout en question le fait de vouloir faire l'indépendance du Québec. Au contraire, on le voit que ça ne fonctionne pas. Pierre Poilievre, s'il prend le pouvoir, là, on va avoir un autre Trump ici, au nord de la frontière. C'est ça qui va arriver. Madame Lajoie? Bonjour. Monsieur Poilievre a, comme Monsieur Trump, déclaré qu'il n'y avait que deux sexes pour lui, féminin, masculin. Je voudrais savoir qu'est-ce que ça augure pour le Canada si jamais Monsieur Poilievre prend le pouvoir à Ottawa. Bien, ça vient confirmer ce que je pense, ce que je viens de dire. On a un Trump au sud de la frontière avec des valeurs de droite, des valeurs conservatrices qui veulent attaquer les droits des femmes, les droits des minorités, toutes les minorités. Bien, avec Pierre Poilievre, on peut s'attendre à ça. Moi, j'ai extrêmement peur et très, très inquiète de l'arrivée de Poilievre ici au Canada. C'est certainement pas lui qui va nous défendre, qui va défendre nos droits, nos valeurs, notre façon de vivre au Québec, où est-ce qu'on a cette ouverture pour les gens qui font partie des minorités sexuelles. On ne pourra pas compter sur Pierre Poilievre pour nous protéger contre ces menaces de droite identitaire, de droite conservatrice qui nous viennent du Sud. Au contraire, il va vouloir les répandre. Fait que c'est une raison encore supplémentaire pour qu'au Québec, on fasse l'indépendance, pour qu'on vive selon nos valeurs, qui sont des valeurs d'inclusion et d'ouverture. C'est ce que je réponds à M. Poilievre. Je suis très, très inquiète.
J'aimerais vous entendre sur la manifestation Israël doit être arrêté, qui va être, c'est en fin de semaine, Oui, je c'est le pense. 26. Oui, c'est le 26. Et je vais être fièrement présente à cette manifestation-là. Dans le contexte où Avec il y a... Alejandra, c'est vrai. Dans le contexte où il y a quand même un cessez-le-feu qui est en vigueur en ce moment, est-ce que vous estimez quand même que c'est une bonne chose, ce genre de manifestation d'un conflit qui est loin d'ici? C'est une excellente chose parce que nous sommes dans une démocratie et les citoyens ont le droit de s'exprimer et de manifester. C'est un droit fondamental au Québec qu'on doit protéger. Et cette manifestation-là est organisée par une coalition, notamment Urgence Québec-Palestine, où il y a des organisations pacifistes qui militent pour la paix dans le monde et partout depuis très, très longtemps. Là, maintenant, on nous dit qu'il y a un cessez-le-feu. Il y a eu un génocide quand même. La situation à Gaza, c'est pas le... On n'est pas... je veux dire, on n'ira pas faire du tourisme là maintenant que c'est arrêté puis qu'il y a un cessez-le-feu. La situation est catastrophique humainement là, pour les gens qui vivent là. Israël continue à avoir des territoires occupés. Il y a des territoires occupés en Palestine, en Israël, là où les Palestiniens sont. Donc, la situation n'est pas finie. Qui nous dit qu'après ça, le cessez-le-feu va tenir? Et il y a un mandat d'arrêt. Hein. Nous, on reprend beaucoup à Québec solidaire puis ces organisations-là. Ce que la Cour pénale internationale dit, il y a un mandat d'arrêt contre Netanyahou et d'autres personnes, et ce mandat d'arrêt doit être appliqué. Et c'est pour ça qu'on manifeste pacifiquement. En terminant. Une petite précision de votre collègue qui est là, parce que vous avez parlé tout à l'heure de peut-être une solution pour contrer l'austérité, ce serait de reporter le déficit. Jusqu'à quand Québec solidaire serait à l'aise à reporter le déficit? Reporter le retour à l'équilibre budgétaire. En ce moment, on vit quand même une crise, une instabilité économique due aux tarifs de Trump. Puis il faut mettre fin à l'austérité. S'il faut rapporter le déficit, il faut le faire. Après, pour nous, ce qui est plus important, là, c'est arrêter les mesures d'austérité si on est en pleine crise économique. M. Girard, ce qu'il a dit, qu'il était prêt à considérer. Nous étions comme, tant mieux si ceci donne la fin de l'austérité et d'arrêter les coupures dans les services publics. Jusqu'à quand? En ce moment, on est dans une crise. On ne sait pas s'il va y avoir des tarifs. Moi, je vous dirais jusqu'à temps qu'on soit capable, d'un côté, d'être dans une meilleure stabilité économique, puis de l'autre, de voir une question de déficit, ce n'est pas seulement les dépenses, c'est aussi le revenu. Et Ruba le disait, là, le gouvernement de la CAQ s'est privé des revenus. Alors, il faut aussi se pencher de ce côté-là. Monsieur Lecavalier. Bonjour. Face à cette guerre commerciale-là qui se profile avec les États-Unis, est-ce que vous croyez finalement que le traité de libre-échange, puis ça nous a placé dans une situation, disons, de vulnérabilité ou de faiblesse par rapport aux États-Unis? Est-ce que ça a été une bonne ou une mauvaise chose, finalement, le libre-échange? Bien, nous, à Québec solidaire, ça fait très longtemps qu'on dit que le libre-échange, la façon qu'il est négocié par les États, tous ces accords-là internationaux, la façon qu'ils sont négociés ne bénéficie pas à toute la population. On se rappelle du secteur manufacturier, à quel point il y a eu beaucoup de coupures, beaucoup d'entreprises, d'usines qui ont fermé parce qu'on exportait, par exemple, ces usines-là ailleurs où il y avait une main-d'œuvre moins chère. Donc, ça n'a pas toujours été négocié et mis en place de façon à ce que ça bénéficie à l'ensemble de la population, mais plus à une minorité. Donc, il faudrait qu'on apprenne de la situation actuelle puis de la crise dans laquelle on est embarqué et que quand il y a des négociations, premièrement, il faut diversifier notre économie. Si on a des échanges commerciaux à travers le monde, il faut qu'ils soient diversifiés, ne pas seulement être aussi dépendant, notre économie aussi indépendante des États-Unis. Et aussi, quand on les négocie, bien, de s'assurer qu'elles bénéficient réellement à la population, ce qui n'a pas toujours été le cas. Toute l'histoire de ces accords-là nous le montre, nous le prouve. C'est les travailleurs et travailleuses qui ne sont pas les premiers qui en bénéficient. Et là encore, ils risquent d'être aussi victimes de ce qui va se passer avec les tarifs. Et vous dites qu'il faut diversifier notre économie, d'autres partenaires. Vous étiez contre le traité de libre-échange avec l'Europe. Finalement, est-ce que c'est une bonne idée a posteriori? En fait, pour revenir un peu d'abord avec le traité d'échange avec les États-Unis, là, ce qui arrive en ce moment, c'est qu'on n'est plus devant un acteur rationnel. Donald Trump n'est pas un acteur rationnel. On ne sait pas ce qu'il va faire demain matin. On ne sait pas comment il va interpréter lui-même le traité du libre-échange. Et ce qui nous préoccupe le plus, c'est qu'on n'a pas de plan B au Québec. S'il va de l'avant d'ici le 1er février avec la hausse des tarifs, là,
qu'est-ce qui arrive au Québec? Où le plan B pour relancer notre économie, être résilient face à tout ce qui peut arriver? Et l'État peut jouer un rôle. Bien sûr, on peut réviser puis se tourner vers d'autres échanges commerciaux, mais il faut revivre puis, en fait, relancer cette résilience économique. Donc, qu'est-ce que l'État peut faire? Créer de la demande localement, c'est-à-dire voir où est-ce qu'on peut acheter davantage de produits québécois et assurer un marché pour, par exemple, nos producteurs agricoles, pour les producteurs de bois qui vont, du jour au lendemain, voir leur demande diminuer. Donc, oui, on peut se tourner vers des traités de libre-échange, mais on a plus de pouvoir en regardant les choses qu'on peut mettre en place. Et ces plans B, on n'en parle pas encore et nous, on va pousser pour qu'ils soient déposés et que M. Legault nous dise qu'est-ce qu'il compte faire pour la résilience économique. Monsieur Poudrier. Oui, du côté de M. Legault, on parle beaucoup d'aider les entreprises, notamment un peu comme ce qu'on a vu durant la COVID, évidemment. Est-ce que c'est vraiment, selon vous, la façon de faire, d'investir dans les entreprises qui vont avoir des difficultés, ou sinon, qu'est-ce que vous voyez comme étant la solution pour aider les gens qui vont être pris dans les tarifs? Là? Première chose, c'est il ne faut pas que M. Legault fasse diversion des coupures qu'il est en train de faire dans les services publics. Donc ça doit être une priorité. Il ne peut pas, dans la situation actuelle, couper en santé, dans les services sociaux. Puis, il y a une crise sociale, la crise du logement, la crise de l'itinérance. Donc, ça aussi, c'est une moyen de protéger les gens qui pourraient aussi être affectés par exemple, une perte d'emploi à cause des tarifs si jamais Trump va de l'avant. Et donc, l'autre chose aussi, bien sûr, l'économie locale. S'il y a des entreprises locales qui souffrent de ces tarifs-là, bien sûr, on peut les aider et voir quelle aide on peut leur donner de façon ordonnée et correcte et rigoureuse. On a vu, par exemple, pendant la pandémie, des fois, c'était pas tout à fait avisé les aides économiques qu'on faisait. Donc, c'est important aussi d'apprendre des erreurs de la crise du passé. Il faut être présent pour les gens dans une situation d'urgence comme celle-là. Et on l'a vécu pendant la pandémie, puis on le voit déjà un peu en ce moment avec les tarifs et tout ça. C'est un peu le gouvernement qui prend toute la place. Comment l'opposition, qu'est-ce que vous allez faire, en fait, pour être capable de vous démarquer dans toute cette crise-là qui s'annonce dans les prochains mois? Là? Bien, on va être présent. On a des propositions, des solutions, et on est très présent sur le terrain avec les gens. Là, aujourd'hui, mon collègue Alexandre Leduc qui était présent avec les éducatrices en service de garde qui sont en grève parce que le gouvernement ne veut pas négocier puis pouvoir leur donner, rendre ce métier-là attractif. Ça, c'est une façon aussi d'aider les gens, d'aider les Québécois. Donc, nous, on va être présents et ici, on va être des parlementaires comme on l'a toujours été, efficaces, toujours présents à poser des bonnes questions, puis aussi auprès des gens qui nous demandent, qui nous interpellent de nous tenir debout à côté d'eux. Et M. Legault, oui, là, il veut jouer un petit peu le bon père de famille puis nous dire qu'il va s'occuper de nous. Puis là, il commençait à parler même d'achat local. J'ai comme quasiment entendu entre les branches le panier bleu 2.0 qui a été une catastrophe où est-ce que Fitzgibbon, on se rappelle, voulait faire affaire avec Amazon à l'époque. Donc, il ne faut pas juste qu'il lance des choses puis des phrases comme ça. Il faut qu'il y ait des propositions, des solutions. Puis nous, on va être toujours présents pour nous faire le relais des inquiétudes puis des crises ou de l'impact de la crise de la population ici à l'Assemblée nationale et sur le terrain. Merci. Monsieur Laberge. Oui, bonjour. Je voulais revenir sur la redistribution des dossiers. Il y avait quand même un certain déséquilibre. Il y a certains députés qui en ont beaucoup, il y en a d'autres qui en ont beaucoup moins. Je pense notamment à Christine Labrie qui a seulement 2 dossiers, Manon Massé également. Qu'est-ce qui explique ça? Bien, moi, c'était important avec moi, avec Gabriel aussi, que j'ai rencontré pendant que je berçais la petite Louise, là, pour discuter de la distribution des dossiers. Et c'est vraiment, il y a un ensemble de facteurs dans lesquels je ne pourrais pas tout rentrer. Moi, ce qui est important, c'est que chacun des députés, on a une équipe forte, qu'on puisse être là où on peut le plus rayonner. On est tous des parlementaires redoutables. C'est pas juste nous, Québec solidaire, qui le disons. Il y a aussi des gens qui nous observent et qui le disent, qu'on est efficace. Et l'objectif aussi, c'était de les redistribuer en fonction des intérêts des députés, en fonction de la charge de travail, en fonction de leurs désirs, en fonction de ce que nous, on voit, où est-ce qu'ils peuvent briller le mieux, Gabriel et moi. Donc, c'est tous ces facteurs-là dont on a tenu en compte pour avoir cette belle répartition que moi, je trouve très équilibrée et qui va nous permettre d'être forts puis de continuer à être efficace et à faire notre travail. Vous parlez de désir, d'intérêt des députés. Est-ce que donc on peut comprendre que, par exemple, Mme Labrie a manifesté le désir d'avoir moins de dossiers?
Je n'irai pas dans les détails de toutes les conversations personnelles qu'on a eues ensemble avec chacun des députés, parce que c'est pas intéressant puis ça regarde personne. C'est un travail collectif qu'on fait ensemble. Merci. OK. Oui, Pierre-Antoine Gosselin de TVA. Je veux juste rebondir brièvement sur ce qui a été mentionné ce matin. Vous avez mentionné qu'il y a eu une demande de la part des députés du caucus pour une démarche, pour travailler ensemble. Le mot démarche est assez vague là, dans ce cas-ci. J'aurais peut-être aimé avoir une précision sur la façon. Est-ce que c'est à travers, je ne sais pas moi, l'embauche d'une tierce personne ou d'une... Qu'est-ce que vous voulez dire par là exactement? C'est assez vague. C'est vraiment une démarche collective qui a été désirée qui est désirée par tous les députés. Et je ne rentrerai pas dans les détails de comment est-ce qu'on va faire ça, parce qu'il y a des gens, ce qui est notre objectif important, c'est de répondre à ce que les gens s'attendent de nous. Il y a des gens qui s'attendent de nous à Québec solidaire qu'on soit les défenseurs des services publics. Il y a des gens qui nous disent que quand ils veulent aller avoir une chirurgie, changer une hanche, avoir une opération, bien, ils sont obligés, malgré eux, parce qu'ils ont un peu d'économie, de sortir leur carte de crédit au lieu de payer, en plus de payer avec leurs impôts. Donc, il y a des gens au Québec qui ont des attentes envers le seul et unique parti de gauche au Québec et qui est représenté ici à l'Assemblée nationale par 12 députés. Et le désir puis la volonté de 12 des membres du caucus, c'est qu'on travaille ensemble dans une démarche qui nous regarde, qu'on va faire à notre façon pour, après ça, faire notre travail et être le plus unis possible. On a besoin d'une gauche unie. Vous le voyez avec la montée de la droite partout. Moi, à chaque fois que je fais des entrevues, Madame Gazal, qu'est-ce qui va arriver avec, vous voyez, la droite monter partout? Bien, on n'a jamais eu autant besoin d'un parti de gauche uni qui met en place et qui défend les intérêts des Québécois, qui défend la justice sociale, qui défend l'égalité des chances en éducation et l'école publique québécoise, le système de santé. On n'a jamais eu les valeurs aussi québécoises d'inclusion, de respect de la diversité, de féminisme. Moi, c'est un dossier que vous avez vu. Je vais continuer à porter haut et fort. Je l'ai fait à la fin de l'année l'année dernière, où j'ai porté une pétition qui a été virale, 100 000 signatures de gens qui disent « On ne veut pas que les droits des femmes soient attaqués, on veut que la contraception soit gratuite ». Donc, il y a vraiment une inquiétude et des attentes de la part de la population québécoise, et on veut travailler dans cette démarche-là pour pouvoir y répondre. Merci. Merci. Madame Sibi? Bonjour à toutes les deux. Vous avez salué le changement de discours du ministre Girard à propos de l'atteinte de l'équipe budgétaire en 2030. Lui lie ce possible report-là à un cas de force majeure, là, en ce cas-ci Trump. Est-ce que pour vous, on peut seulement repousser l'échéancier si M. Trump met sa menace à exécution, ou est-ce que la situation actuelle commande déjà un report de l'échéancier? En fait, face à la situation d'urgence actuelle où il y a une imprévisibilité, une inquiétude par rapport à l'économie québécoise, bien, le déficit n'est pas la priorité, n'est pas la chose qu'il faut régler maintenant. Ce qui est important, c'est de s'assurer que les gens aient des services publics. Ce qui est important, c'est d'avoir un plan. Hein? On n'a pas de plan B pour faire face si jamais Trump met à exécution ses tarifs. Et donc, c'est ça la priorité. Maintenant, pour ce qui est du déficit, de dire quand est-ce qu'on le reporte, etc., c'est sûr que pour nous, à Québec solidaire, ce qui est fondamental, c'est que le gouvernement, c'est un acteur économique important qui doit investir aussi dans l'économie. C'est à ça qu'il doit s'atteler et non pas à s'assurer que le déficit soit plus bas ou à quelle date on doit atteindre l'équilibre budgétaire. Nous, à Québec solidaire, la loi du déficit zéro, on n'a jamais été en faveur de ça. L'argent qu'on met, par exemple, dans le Fonds des générations, alors qu'on a besoin, on a une crise climatique aussi, on en a besoin pour prendre soin du monde maintenant. C'est pas le temps, après ça, de dire, bien, on va mettre de l'argent de côté pour éventuellement atteindre le déficit zéro, alors qu'on est dans une situation d'urgence. Et donc, juste pour être sûr de bien comprendre, pour vous, même si M. Trump ne mettait pas à exécution sa menace, s'il n'y avait pas de tarif de 25 le seul fait que sa présence à la présidence américaine cause de l'incertitude justifie un report de l'équilibre budgétaire au-delà de 2030? Justifie la fin de l'austérité.
C'est-à-dire, nous, ce qu'on demande, là, c'est qu'il n'y ait plus de coupures dans les services publics. OK, donc on Ça, c'est vise plus une chose. 2030 pour le retour à l'équilibre budgétaire. Après, pour atteindre l'équilibre budgétaire, on peut faire d'autres choses au Québec. Première étape, fin de l'austérité, donc ne pas couper dans les services publics parce qu'on est devant une instabilité, comme disait Ruba. Après, la question du déficit, là, c'est aussi une question des choix. On l'a dit tout à l'heure, la CAQ a fait des mauvais choix. La CAQ a fait ce que nous, on appelle du gaspillage bleu. L'argent qui est allé à Northvolt, l'argent qui est allé au Kings, l'argent qui va encore dans le troisième lien, c'est des mauvais choix. Ça, je comprends, mais la seule présence de Trump à la présidence justifie qu'on creuse davantage le déficit et qu'on repousse l'échéancier pour le retour à l'équilibre budgétaire. Mais on n'est pas obligé, je veux dire, parce qu'on prend pour acquis qu'il faut creuser le déficit. Nous, à Québec solidaire, ce qui est important, c'est que les gens, l'État, qui est un acteur économique important, qu'on investisse dans les services publics et ne pas faire une obsession du déficit zéro. Maintenant, la présence de Trump fait en sorte qu'il faut encore plus réfléchir de cette façon-là, puis s'assurer d'investir, puis arrêter de faire des mauvais choix. Si on a le 11 millions, c'est parce que le gouvernement du Québec fait du gaspillage, le gaspillage bleu. Ça fait longtemps qu'on en parle. On a des exemples à la pelletée. Et les derniers, là, où M. Legault nous dit qu'il est fier de sa moyenne au bâton, bien, ça a quand même coûté 700 millions de dollars de Northvolt. Le bureau, là, toutes les tergiversations sur le troisième lien, sur le tramway, on a mis beaucoup d'argent dans les bureaux d'études, par exemple, du troisième lien, ou aussi du tramway, où est-ce qu'on a recommencé. C'est beaucoup d'argent. Il y a du gaspillage que le gouvernement Legault fait déjà et qui amène aussi le déficit. Puis une dernière petite chose, vous avez répété ce matin à quelques reprises que vous êtes le seul parti de gauche. Oui. Pourquoi le Parti québécois n'est pas un parti de gauche? Bien, dès la naissance du Parti québécois, si je me rappelle de mes cours d'histoire, quand il a été créé avec René Lévesque, c'était une coalition. Hein. On se rappelle, il y avait le RIN, il y avait un autre parti de droite dont le nom m'échappe. Donc, c'était une coalition. Ça fait partie de l'identité, de l'ADN du Parti québécois qui, à un moment donné, à travers l'histoire, il y a eu une tendance plus social-démocrate. Aujourd'hui, on voit un retour plus conservateur avec l'arrivée à la tête de M. Paul Saint-Pierre Plamondon. Mais ça se reflète où, cette tendance conservatrice-là? Bien, on le voit, par exemple, sur les questions identitaires, sur le fait de nous traiter de woke, antidémocratiques, un peu comme toutes ces guerres culturelles qu'on voit au sud des États-Unis, qu'on va avoir si Poilievre prend le pouvoir. Moi, il y a des gens, même du Parti québécois, hein, qui me disent on ne reconnaît plus notre parti. Ils veulent quand même lui donner la chance, ils veulent continuer à militer. Mais ils me disent des fois, moi, j'aime ce que vous faites, Madame Gazal, pour l'indépendance. Je suis trop vieux pour changer de parti. Je suis pour le Parti québécois, mais moi, je suis de la tendance plus de gauche. Mais il faut regarder le leadership du Parti québécois. Il s'en va plus vers une tangente conservatrice. Ça fait partie de leur façon de faire. C'est une coalition, ce qui n'est pas notre cas. Merci. Merci. En anglais? Oui, en anglais, évidemment. Just first, well, I'd like to hear you on the two genders that Pierre Poilievre is saying that only exist. So what is your thought on that? Is that something that is dangerous as well for Canadians and Quebecers? What Poilievre said is that there's only two sex and he doesn't want to recognize that sexual diversity in our society is dangerous. And it's the same speech held by Trump. So with what we are living with Trump and the American society is living, we don't need another Trump on the north of the frontier. So I'm very, very... comment on dit inquiète? Worried. Worry, yeah. So I'm very, very worried about this speech, also about the attacks on women's rights. Monsieur Poilievre said that he doesn't want to touch the abortion, yeah. Monsieur Poilievre said that he doesn't want to touch abortion, but we know that he already voted in the past on laws against abortion. And in his party also, there's a very, very big lobby against abortion. So I'm very afraid to have another Trump here in Canada. That's why we need to be independent here in Quebec, to protect our values. And as for the response to those tariffs that could come up, what do you think is the best answer? You see Mr. Legault saying he was going to invest in enterprises here. Is that the best way to do it? What do you think?
So the first step for us is to stop cutting on our public services. So we call the austerity measures. So the first step needs to be to avoid any austerity measures because we need to have strong public services. We cannot allow us to kick people out of in our education or health system, and then to look at how we can make our economy resilient in order to create local demand, in order to buy more Quebec products, in order to be able to support our businesses here. And this plan needs to come really quick because we don't know what Trump is going to do. He's not a rational actor. He changes ideas every now and then. So as fast as we can, here, Monsieur Legault needs to stop austerity and have a plan for more economic resilience in Quebec. And you're open to actually raise the deficit because of that, and not to see in the next future where we're going to come back to zero. In time of crisis, we need to have measures like that, such as stop cutting. And yes, the state needs to play a role. If we don't do so, we're going to have some small business that are going to disappear. I'm thinking about our farms. There are farms that sell fruits and vegetables to the states, and they might not have a market tomorrow morning. And what do? So the state needs to step aside from austerity measures in order to be able to support those businesses. Merci. Rapidement. Dans votre réponse, tantôt, sur le libre-échange, la question venait de Charles Cavalier. Vous avez dit qu'il faut comme développer notre marché intérieur face aux tarifs et tout ça. Est-ce que vous ne convergez pas, finalement, avec Trump dans le fait qu'il faudrait réindustrialiser le Québec? Est-ce que ce ne serait pas une occasion? Je me souviens des débats sur le libre-échange dans les années 80, on était, je veux dire, la gauche était farouchement contre le libre-échange, justement parce qu'on perdait des emplois. Est-ce que ce n'est pas une occasion pour réindustrialiser, ramener des manufactures ici au Québec pour notre marché intérieur? Bien, l'idée, tu sais, par exemple, si on veut avoir un nationalisme économique, c'est-à-dire qu'on veut s'assurer que ce soit l'économie du Québec qui florisse. Ça, c'est une bonne chose. C'est une excellente chose et c'est quelque chose auquel on appelle plus d'autonomie. Et on l'a vu pendant la pandémie. À un moment donné, on n'avait plus de médicaments, on était vraiment dépendant pour des masques. Tout d'un coup, on a découvert que c'était pas si une bonne chose d'être dépendant des autres économies et de développer notre autonomie. Malheureusement, ça a été des discours, puis il n'y a pas vraiment quelque chose qui a été fait de structurant pour notre économie. Mais ça ne veut pas dire non plus d'être totalement fermé, puis on n'importe plus, on n'exporte plus jamais rien. C'est pas un protectionnisme à tout craint. On n'est pas pour le libre-échange à tout craindre sans condition, en disant que dès qu'on signe un traité de libre-échange avec n'importe quel pays dans le monde, tout d'un coup, ça va percoler dans la population. Il faut que ça soit bien négocié, bien fait, puis que la population puisse aussi être bénéficiaire des impacts du libre-échange. Sinon, bien, on ne le fait pas, mais il faut aussi développer une résilience économique. On a des secteurs industriels où on l'a déjà, il faut le faire encore plus. Mais ça ne veut pas dire non plus de se fermer, puis de dire, il n'y a plus rien qui sort, il n'y a plus rien qui rentre, et avoir une sorte d'économie. Qu'est-ce qu'il faudrait redévelopper? En fait, pour répondre à votre question aussi, ce que j'ajouterais, c'est qu'il y a une différence entre Trump puis une vision plus de gauche de l'économie. C'est que Trump... Ah oui? Vous le savez, là, quand on se tourne vers le nationalisme, Trump, ce qu'il fait, là, c'est pas seulement mettre des tarifs, là, c'est le faire aussi pour avantager ses amis multimilliardaires. Il y a vraiment un objectif, là, d'accroître la richesse entre les mains des plus riches. Mais les classes laborieuses ont voté pour lui parce qu'il leur dit « Je veux ramener les emplois que la mondialisation et le libre-échange vous ont enlevés, non? » Pour répondre à la question on peut faire une économie plus résiliente, on peut faire plus d'industrialisation puis de les voir selon les secteurs, mais l'objectif ultime, c'est de répartir mieux cette richesse-là, justement pour ces classes, pour les gens qui travaillent, pour les gens qui sont dans nos services publics. Si on ne le fait pas, c'est ça la différence de vision. Quand vous vous posez la question vous en train de faire la même chose que Trump, bien c'est non. On est capable de relancer l'économie ici, tout en gardant des services publics qui sont solides puis qu'on distribue comme ça la richesse. Et qu'est-ce qu'on réindustrialiserait en premier? Tu vas faire des belles propositions. Ouais, j'ai hâte de vous en parler. Ouais. Génial, merci beaucoup.
On vous invite à aller dans les marches pour prendre une photo avec Oui, c'est l'équipe. Merci. Merci.